Bonsoir à tous, Baruch Hashem. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau shiur, Bezrat Hashem, sur l'infertilité et la halacha. Donc, pour commencer, j'aimerais déjà remercier Menorah Life pour nous avoir permis de diffuser donc, ce shiur à travers leur plateforme. Bezrat Hashem, on leur souhaite beaucoup de réussite, beaucoup d'atzlacha dans la diffusion de la Torah, dans la diffusion de la Chassidut, de la halacha, tout ce qui est de Torah, que Bezrat Hashem, Ner Mitzvah et Torah Or. Et on sait que Gadol Talmud m'éveille des maaseh, grâce à l'étude, c'est justement grâce à ça que nous arrivons à arriver à agir concrètement et à amener à l'action. Donc, on a choisi ce cours-là de faire sur l'infertilité dans le cadre des cours d'Arat HaMishpacha. Il y a quelques mois, j'ai ouvert un Beit Midrash online, c'est-à-dire un Beit Midrash qui donne des cours de Torah, mais plus particulièrement concentré sur la halacha concrète. Et dernièrement, il y a quelques mois, on a même ouvert la Machon Smicha, donc une plateforme de cours pour faire former des nouveaux rabbanim. Baruch Hashem, ça marche très bien. Et on s'est dit que pourquoi pas aussi, à part donc les cours de Tarat Mishpacha et différents cours de Halacha, nous allons aussi commencer pour élargir un peu plus la Tarat Mishpacha qui est donc liée directement à notre sujet, étant donné que finalement, tous les halachot de Tahara ainsi que amener les enfants, le mariage, etc., sont liés l'un à l'autre. Donc, pour enrichir un peu plus le grand public, mais évidemment, on sait très bien que chacun a son rave et doit avoir un rave. Et on espère que chacun a son rave. Et pour les questions de ce genre, il est toujours préférable de demander au rave qui vous connaît. On sait aussi qu'il y a Rav Levi Kahn, qui est sur Paris, par exemple, et qui est expert dans ces halachot-là, donc vous pouvez vous tourner vers lui. Et d'ailleurs, on le remercie aussi pour nous avoir laissé la possibilité de faire ce cours ce soir. En tout cas, donc, nous allons aussi, peut-être à travers peut-être le chat, ensuite envoyer un lien pour celui qui veut recevoir l'enregistrement de ce cours et aussi d'autres cours que nous faisons. Donc, sont les bienvenus de s'inscrire pour recevoir donc les cours du Beit Midrash. Et donc, Bezrat Hashem, nous allons commencer. Donc, par faire une petite introduction déjà, car on sait très bien que finalement, lorsqu'une personne se marie, et c'est d'ailleurs une obligation de la Torah d'avoir des enfants et d'avoir des enfants par le biais du mariage, on sait très bien que finalement, nous avons l'obligation de Péro Uruvu. C'est d'ailleurs au début de la Torah, alors on connaît tous la paracha de Bereshit, au début on dit Péro Uruvu. C'est Peria Verivia, c'est d'ailleurs la première mitzvah qui nous rapporte dans le Chinuch, etc., c'est-à-dire d'amener des enfants. À part la discussion, sans trop rentrer dans la discussion des textes, la conclusion, elle est qu'il faut avoir au moins un garçon et une fille pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia. Donc, un garçon et une fille, ça c'est bien. Mais concrètement, pas tout le temps, ça dépend de nous. Évidemment, souvent, chacun fait son effort. Et qui ne veut pas avoir des enfants? Eh bien, c'est des enfants en bonne santé. Chacun souhaite l'avoir. Et évidemment, on fait ce qu'on peut. Les gens se marient. On fait le maximum pour avoir des enfants, mais pas toujours. Akadosh Baruch Hu nous donne directement des enfants. Et des fois, ça demande l'intervention d'un médecin. Pour ça, dans ce cours-là, nous allons essayer de déterminer le point de vue halakha. Qu'est-ce que, et point de vue Torah, quelle est la vision de la Torah par rapport à ce genre de traitement? Et Bezrat Hashem, nous allons avoir le mérite très bientôt, donc durant le cours, d'avoir aussi l'intervention de Dr. Kubski, qui est aussi expert dans l'IVF, donc vif, donc dans tout ce qui est fécondation in vitro, d'intervenir. Donc, lorsqu'on parle de Piria Verivia, d'avoir des enfants, il y a aussi un commandement aussi de nos sages qui est de la Revat Anarchiatra, c'est-à-dire l'autobra, la Shevet Etzara, c'est-à-dire que malgré qu'on a même qu'une personne qui a réussi à avoir un garçon et une fille, il doit aussi continuer constamment et essayer d'avoir des enfants, de faire le maximum de son pouvoir pour avoir des enfants. C'est-à-dire donc de continuer. À tel point que même si une personne n'est pas mariée, il a aussi le devoir de se remarier, c'est-à-dire une fois qu'il a été marié, il a eu des enfants, de se remarier même pour avoir des enfants. Des enfants. Évidemment, des fois c'est au cas par cas, c'est pas toujours facile, pas toujours évident. Évidemment, on se conseille, mais pour nous dire qu'en réalité, ce devoir d'avoir des enfants est très important et ne pas se contenter uniquement de l'obligation de Pérou, mais aussi de continuer. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre l'obligation de la Torah d'avoir un garçon et une fille et l'obligation de sage de continuer? En vérité, une des choses qui s'exprime à travers la Mechila. On sait très bien que dans la Torah, nous avons Sher, Ksut, Verona, nous avons quelques obligations, le mari envers sa femme lorsqu'on se marie. Et c'est pour ça qu'on signe une Ktuva. La Ktuva, en réalité, ce n'est pas, c'est pas ça qui fait le mariage, mais c'est un acte de mariage. De la même façon que lorsque on va faire on signe un accord avec un employeur, on signe un accord pour louer une maison, pour acheter une maison, on signe quelque chose, un contrat. De la même façon aussi, c'est un contrat de mariage. C'est en réalité
le mari qui prend sur lui de respecter toutes les obligations pour la protection de la femme. Et une des choses que c'est finalement impossible de remettre ça en jeu et en condition, c'est la ona, c'est-à-dire les rapports conjugaux qu'un mari doit à sa femme. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, c'est directement lié aux enfants, mais aussi pour comprendre qu'il y a plusieurs obligations de la Torah et qui sont liées l'une à l'autre, mais qui ne sont pas forcément dépendantes. Alors, par exemple, une personne qui a déjà des enfants, il pourrait se dire, étant donné que j'ai déjà des enfants, alors on n'a plus besoin d'être ensemble. Ou bien, une femme, par exemple, qui est allaitante, qui allait, ou bien qui est enceinte. Concrètement, étant donné qu'elle est enceinte, forcément, on pourrait se dire que, étant donné qu'elle est enceinte, l'obligation d'avoir des relations n'est plus obligatoire, parce qu'elle est déjà enceinte. Or non, il y a deux choses complètement différentes. Il y a le fait d'avoir des relations, c'est une obligation en soi, et il y a aussi le fait d'avoir des enfants, c'est une autre obligation. Maintenant, à partir du moment où la femme a, c'est-à-dire le couple ont eu un garçon et une fille, à ce moment-là, il peut avoir la mechila, c'est-à-dire que le mari peut dire à sa femme, excuse-moi, je dois voyager 2 semaines ou 3 semaines, par exemple. Est-ce que tu es mon khelet? Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes le fait qu'on ne sera pas ensemble? À ce moment-là, la femme peut dire, a le choix de dire oui ou non. Avant ça, c'est une obligation des deux, ça veut dire que la mechila n'est pas vraiment un point fort. Ils n'ont pas vraiment la possibilité de faire mechila, à moins qu'il y ait des cas un peu de force majeure, un manque de shambay, etc. Mais en général, les deux doivent respecter la mitzvah de Ona. Mais à partir du moment où ils ont déjà eu le Birya Verivia, ils ont déjà accompli, ils ont déjà eu un garçon et une fille, à ce moment-là, ils rentrent dans la catégorie des Rabbanan, c'est-à-dire de rajouter et de nous continuer à rajouter et des enfants et de continuer à enfanter. Mais concrètement, étant donné que c'est des Rabbanan, à ce moment-là, on peut prendre position de Mechila. Si la femme pardonne de son plein gré et les deux se mettent d'accord, à ce moment-là, c'est possible, mais évidemment pas éternellement. En général, c'est un mois ou plus, peu importe, c'est en fonction de ce que votre rab dira. Mais en tout cas, on a cette chose qui en remet en jeu. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, il faut savoir que tant qu'on n'a pas de Péria Vérivia, on a toujours l'obligation activer sans cesse jusqu'à que, si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu nous accorde la bracha et qu'on ne réussisse à avoir des enfants. Tant qu'on n'a pas, on ne peut pas s'arrêter, on doit toujours continuer de faire une ishtadut non-stop, et à tel point que même si les deux se mettent d'accord qu'on fait une pause ou par exemple on ne peut pas être ensemble, la Torah ne l'accepte pas. Car il faut toujours faire le maximum pour avoir des enfants jusqu'à que finalement ils arrivent à décrocher entre guillemets la médaille de Péria Verivia, c'est-à-dire d'avoir et un garçon et une fille. Donc évidemment, ça, c'est idéal, c'est lorsque tout se passe bien, mais qu'est-ce qui se passe lorsque finalement on n'arrive pas à faire? Alors l'Aishtadlout, donc cette obligation-là, on pourrait se dire d'un côté que l'Aishtadlout, cet engagement de la part du mari et de la femme, pourrait se résumer à l'action naturelle concrète d'avoir une relation. Or, concrètement, plus le temps avance et plus, grâce à Dieu, on a aussi des traitements qui se forment et qui prennent place dans notre vie, qui sont de plus en plus affirmés et confirmés. Et c'est pour ça que finalement, cette ishtadlout qu'on doit faire, elle n'est pas simplement et uniquement en ayant des relations comme le derrière, comme l'habitude du monde, mais aussi de se renseigner au maximum et de faire le maximum que même du point de vue médical, on pourrait faire avancer ça pour faire notre ishtadlout et pour amener des enfants, ça rentre aussi dans Péria Verivia. Le problème, c'est que pas tous les traitements sont permis, pas toujours c'est permis. C'est d'ailleurs une aussi du but de ce cours, c'est d'un peu prendre conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce genre de détails, ce genre de choses, alors évidemment, ils vont prendre conscience de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et pour ceux qui pensent que tout est interdit aussi, ils verront que finalement, on peut toujours trouver une solution. Mais c'est très important, toujours de se conseiller avec le Rav et de comprendre le Rav et la halakha. Alors maintenant, si vous voulez, on va marier un petit peu le concept de halakha et du côté médical. Parce que, encore une fois, vous pourrez me poser la question, finalement, tout ce qui est l'infertilité et tout ce qui est les traitements pour pouvoir procréer de manière assistée, médicalement assistée, ça pourrait finalement, on pourrait se dire que la halakha n'a pas forcément un mot à dire, parce que concrètement, c'est purement médical. Or, on verra que c'est accompagné de beaucoup de points, beaucoup de choses qui pourraient vraiment être directement contre la halakha, qui pourraient vraiment être des historiques de la Torah. Et donc, c'est pour ça de comprendre et de marier les deux. Alors, dans la Gemara, il y a c'est peut-être la base, on va dire la source
de tout ce genre de traitement, tout le in vitro, etc., c'est en vérité la suga de la Gemara qui parle d'une femme qui est tombée enceinte d'Ambati. C'est quoi Bambati? C'est dans un bain. Alors, comment ça se passe? Comment c'est passé dans un bain? Alors, la Gemara, le Rashi nous explique là-bas sur place que c'est possible que, par exemple, un homme s'est douché, par exemple, a pris son bain. Et ensuite, il avait des restes, des résidus donc, de semences de sa part qui étaient encore sur lui. Il s'est lavé. Ensuite, là, une autre femme, une femme peu importe, une jeune fille, et aussi est venue ensuite donc se baigner dans ce bain-là. Évidemment, elle ne savait pas qu'il y avait un homme qui s'est baigné avant, et elle a attrapé, entre guillemets, les restes de la semence du mari, et c'est ça qui l'a fait tomber enceinte. Alors bon, évidemment, c'est un cas qui est très très loin, parce que concrètement, la force du spermatozoïde, concrètement, n'a pas, surtout aujourd'hui, n'aura pas la force de résister à tout ça pour à tel point faire en sorte qu'une femme tombe enceinte, mais c'est un cas qui est proposé dans l'Agmara. Et alors, pourquoi c'est important de parler de ça maintenant? Parce que c'est un peu le même système, car finalement, lorsqu'on fait ce genre de traitement, il y a des fois où on va être arrivé à que le mari, évidemment, c'est le mari et la femme, ce sont vraiment un couple. Mais concrètement, la semence du mari arrive à la femme pas par un contact physique, pas par une relation, on va dire entre guillemets, normale, mais par intervention d'un médecin, par intervention d'autre chose, mais donc pas naturellement. L'action qui se pose, c'est est-ce que c'est considéré son fils totalement? C'est ce que l'Agmara se pose, est-ce que aussi les poskim se demandent? Il y a par exemple, on retrouve dans les écrits que dans le début du Shulchan Aruch, dans les Venazer, on rapporte aussi, par exemple, qu'il y avait Irmia qui avait un fils qui s'appelle Sira. Sira, c'est Gematria Irmia. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son fils qui était né de sa sœur, et c'était le même cas. Il était dans un bain, il a fait son bain, il avait des résidus sur lui qui étaient donc en se baignant, et donc le zéra est resté dans l'eau. Et ensuite, sa sœur est venue ensuite se baigner, se laver, et elle est tombée enceinte de ça. Et la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce fils? Est-ce que ce fils-là est mamzer parce que finalement, c'est le fils de son frère. Finalement, c'est un frère et sœur. Parce que, bon, évidemment, c'est pas en contact, il ne fait pas près, il reste un grand sadique. Mais concrètement, ce qui s'est passé à travers le bain. Ou bien on va dire que non, finalement, ça n'a rien à voir. Et là, justement, tous les possibles sont posés des questions. Un, est-ce qu'on a accompli la mitzvah de Piriel de Rivia, étant donné que ce n'est pas un contact naturel? Aussi, est-ce que ça a appelé son fils pour toute chose, un exemple qu'on pourrait donner? L'héritage. Un enfant maintenant doit hériter son père. Après le départ du père, après le départ des parents, surtout du père, à ce moment-là, les enfants doivent hériter. Qu'est-ce qui se passe maintenant si un des enfants est né à travers un traitement? Est-ce que les autres enfants pourraient lui dire non, toi, t'es pas notre frère vraiment, étant donné que tu n'es pas né directement par un contact naturel? Donc, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Concrètement, la majorité des poskim nous disent qu'en vérité, on ne peut pas comparer le cas du bain donc de tous des traitements qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que concrètement, selon la majorité des poskim, étant donné que là, le père a fait une action, dans le bain, le père restait passif, il n'avait aucune attention de ce qui se passait. Là, le père a fait une action, il est parti voir le médecin, il a même donc sorti sa semence donc volontairement pour que sa femme puisse tomber enceinte. Donc finalement, c'est une action concrète et active qu'il a fait de sa part. Et c'est pour ça que ce n'est pas comparé au cas de la femme qui est tombée enceinte dans le bain. Et c'est pour cela que finalement, eh bien, c'est s'appeler son fils pour tous les cas, pour toute chose. Donc, on a évidemment cette suga qui revient lorsqu'on pose une question arabe, il y a aussi cette suga qui remonte. Mais maintenant, avant de parler de concrètement comment ça se passe, pour dépister les points qui pourraient monter en question vis-à-vis de la halakha, je vais brièvement rappeler quelques points que le rabbi donne comme conseil pour tomber enceinte. Il y a quelques mois, on a fait un shiur dessus, pas sur l'infertilité, mais tout ce qui est la grossesse. Et à ce moment-là, j'avais fait une petite liste de ce que des points que le rabbi donne comme conseil pour qu'une femme puisse tomber enceinte. Bon, je pense que la majorité des gens font la majorité des choses, mais c'est toujours bien de les rappeler. Alors, je vais les citer rapidement. Déjà, le rabbi a demandé, lorsqu'on a un problème d'infertilité, de faire vérifier Tulin et Mezuzot. Deuxième point que le rabbi nous dit, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est la Taharat Amishpacha, c'est l'obligation évidemment d'être Medayek. Ça veut dire même une personne qui respecte Taharat Amishpacha, c'est possible que sur certains points, la personne ne respecte pas ça à 100%, et donc il faut faire un diouk de Taharat Amishpacha, il faut donc respecter dans tous les détails, et aussi le faire partager aux autres, l'enseigner aux autres. Donc la femme aussi, il faut qu'elle fasse attention de rester tsniout, donc la tsniout, c'est aussi une zgoula pour tomber enceinte, et évidemment se couvrir la tête comme il faut, renforcer la emunah et bitachon, l'étude de la chassidoute,
diffuser le judaïsme autour de soi, son entourage. Et d'ailleurs, c'est Mida Keneged Mida. De la même façon que nous rapprochons les enfants de Dieu à Kadosh Baruch Hu. De la même façon, si Kadosh Baruch Hu nous donne des enfants, et aussi il faut rajouter la Tzedaka, donc lundi et jeudi, et avant Shabbat, évidemment, au sroud de Rabbi Meir Baal HaNes. Il y a aussi donc de s'impliquer dans l'éducation des enfants, c'est aussi le même principe. Il y a une faire attention de ne pas jurer. Il y a Ahavat Israël. Il y a aussi le fait de s'investir en faisant des shidduchim, donc de marier des jeunes gens. D'accord, donc on les aide pour avoir des enfants. Kadosh Baruch Hu aussi nous aide pour avoir des enfants. Il y a aussi de faire la lia en Israël, qui est une zgoula, c'est déjà marqué dans la Gemara dans Shulchan Aruch. Il y a d'accueillir des invités, donc achnasat orchim. Il y a donc le fait de, lorsqu'une personne a des relations, on fait attention de rester tsanoua pudique et surtout vis-à-vis de l'extérieur. Par exemple, de bien fermer les volets, bien fermer les rideaux. Il y a aussi le fait de verser de l'eau après avoir une relation. Oui, quand l'homme et femme ont une relation, après ça, doivent rejeter quelques gouttes d'eau par terre. Et il y a aussi quelque chose qui est très important et qu'on trouve très souvent, c'est le fait de demander Mechila si jamais on a causé de la peine à une personne. Par exemple, s'il y a une personne que nous avons peinée en moment du Shidduchim, c'est d'ailleurs sur ce point-là que le rabbi s'arrête, souvent on rencontre une personne avant de se marier, jeune homme, jeune fille, avant de se marier, on pensait se marier avec cette personne-là, finalement on a rompu, on s'est dit que ça ne correspondait pas, mais on a laissé concrètement une certaine rancœur l'un envers l'autre. Et souvent, cette rancœur-là fait beaucoup de gvorot, et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de demander Mechila une fois qu'on a cassé, on a rompu ce genre de shidour. Et si une personne ne l'a pas fait, alors à ce moment-là, il doit le faire après. C'est-à-dire que même une fois que la personne est mariée, il doit essayer de pouvoir rencontrer la personne pour lui demander Mechila. Si maintenant une personne ne peut pas demander Mechila, par exemple que la jeune femme est déjà mariée et que c'est pas très à l'aise, etc., à ce moment-là, ou bien qu'il ne peut pas la retrouver, par exemple, qu'il est au bout du monde ou qu'il a perdu ses traces, à ce moment-là, ce qu'il peut faire, c'est de rassembler 10 personnes, un minyan, et demander devant ces 10 personnes, bah, j'ai fauté devant telle personne, car je l'ai blessé, je l'ai enfoncé, je l'ai laissé comme ça sans demander pardon, je sais qu'elle a quelque chose contre moi parce que je l'ai blessé, et je demande à elle, Mechila devant vous, et à ce moment-là, ils diront qu'il est pardonné, Macholach, et pour donc demander Mechila comme il faut. Donc en tout cas, c'est des points importants que le rabbi rapporte pour tomber enceinte, et maintenant on va rentrer plus dans les détails. Avant que concrètement une personne arrive pour pouvoir donc le détecter si on veut et rentrer dans cette procédure-là des traitements médicaux pour tomber enceinte, alors évidemment, il faut d'abord détecter le problème. Ça, il faut d'abord demander, évidemment, aller voir le médecin pour d'abord qu'il détecte le problème. Une fois qu'il détecte le problème, il met le doigt dessus, à ce moment-là, il trouvera une solution. Mais là, justement, tout le cours de cette préparation, on va dire, entre guillemets, de ce dépistage de problèmes, on peut aussi retrouver parallèlement des problèmes d'halakha. Et là, on va les mentionner rapidement, on va en parler rapidement pour un peu donc prendre conscience. Déjà, techniquement, lorsqu'une personne a du mal à avoir des enfants, il faut d'abord vérifier évidemment si ils accomplissent donc la relation comme il faut. Est-ce que déjà ils accomplissent la relation? Oui, on ne peut pas avoir d'enfants si on n'a pas de relation. Donc, est-ce qu'ils accomplissent la relation? Est-ce qu'ils accomplissent trop souvent ou pas assez souvent? Est-ce que ça se passe bien concrètement, on va dire entre guillemets mécaniquement, chez l'homme ou chez la femme, de manière à ce que tout se passe bien et que aussi on va dire le côté du mari, la semence arrive chez la femme au bon endroit, etc. Ça, c'est évidemment, il faut faire très attention à ça parce que ça peut venir de là. Maintenant, il y a aussi d'autres choses, comme par exemple des problèmes nafshim, c'est-à-dire que ce soit sentimentalement ou mentalement, que des fois, ça peut faire en sorte que la chose ne se passe pas. Il y a aussi, par exemple, toutes sortes de problèmes des problèmes hormonaux, par exemple, qui peuvent aussi influencer sur le fait de la fertilité. Et il y a un point qui est important concernant, maintenant directement avec la halakha, c'est évidemment le problème en hébreu on appelle ça le biut mukdam, c'est-à-dire l'ovulation qui est précoce. En vérité, la femme qui ovule au moment où elle a encore nida, elle n'a pas encore été au mikvé. Donc par exemple, vous trouvez ça un exemple, puis des fois une femme, on sait très bien que la femme, lorsqu'elle a une nida, elle doit attendre par 5 jours de saignement minimum. Si elle saigne 6, elle doit attendre 6, si elle saigne 7, elle doit attendre 7. En général, ça ne dépasse pas plus que ça. Mais en tout cas, elle doit attendre minimum 5 jours de saignement. Et ensuite, le lendemain, commence à compter les Shivanekim, mais 7 jours jusqu'à qu'elle arrive au soir du mikvé. Et là, des fois, une femme peut se rendre compte que finalement, son ovulation tombe en vérité avant même qu'elle arrive au mikvé.
D'accord? En général, c'est 14 jours avant la fin, le début du prochain cycle. Et des fois, par exemple, la femme saigne beaucoup, de manière à ce que l'ovulation arrive vraiment pendant le moment où elle a encore un nida. Et là, forcément, on ne peut rien faire car il ne peut pas avoir de relation. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, avec les conseils d'un rave, car on ne peut pas jouer avec les lois de Tarat HaMishpacha, une femme qui est nidale ne peut tout simplement pas avoir de relation. Mais il y a des fois des choses à faire. Et des fois, c'est simplement d'aller chez un médecin pour voir si on peut régler. Des fois, c'est peut-être un problème hormonal de pouvoir essayer de régler, voir comment faire en sorte que, par exemple, elle saigne moins, ou comment pouvoir faire en sorte concernant l'ovulation. Et en fonction de ça, on pourra voir est-ce qu'on pourra jouer, est-ce que ça va être possible de faire en sorte que l'ovulation termine, donc tombe en son temps, c'est-à-dire après la dvila, une fois que la femme s'est déjà immergée au mikvé, et pour qu'il puisse avoir des relations. Maintenant, il y a évidemment des points halachiques qui sont directement mis en jeu, car souvent les femmes peuvent tomber, donc rallonger pardon, le temps de Nida, par exemple avec des tamim, avec des tâches. Par exemple, la femme elle a commencé les Shiva Nekiim, mais ensuite elle a eu un ketem qui est tombé. Alors là, évidemment, c'est des choses qu'il faut porter attention. D'accord? Si ça se répète et on voit que finalement le biout, c'est-à-dire l'ovulation, tombe pendant ces jours, les séjours de propreté, donc elle est encore nida, ça peut avoir des relations, mais si elle sait que c'est causé à cause, par exemple, d'ectamim, alors à ce moment-là, il faudra parler au rab et aussi au médecin pour voir quelle solution on peut prendre, ou bien qu'il y a des pertes qu'on peut arranger ça médicalement, ou même selon la halakha. Dans certains cas, les femmes, on peut leur permettre de porter, par exemple, des sous-vêtements de couleur même pendant les shivanekim, afin on va dire, de mettre de côté, entre guillemets, les problèmes de ktamim, des taches qui pourraient apparaître. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut prêter attention à ça pour qu'on puisse s'en occuper. Maintenant, dans certains cas, si on voit que différentes pistes ont été abordées et qu'on n'a pas trouvé de solution, par exemple que le médecin n'a pas pu jouer, il n'y a pas de problème d'octamime, on voit que finalement que tout est bien, tout a l'air bien, on n'arrive pas concrètement à faire en sorte que le bus tombe après, alors dans certains cas, le RAF pourra jouer avec un jour, par exemple, dans les 5 premiers jours. Les Shivanekim sont intouchables. Les Shivanekim sont obligés de faire Shivanekim. Mais par rapport à 4 jours, on sait très bien, par exemple, que certains de la communauté séfarade font 4 au lieu de 5 jours avant de faire la Visa Tahara. Donc, des fois, le Rav pourra jouer, mais évidemment, c'est uniquement avec l'accord arabe. Mais c'est pour ça que c'est important donc d'essayer de voir si c'est ça le problème. Et si c'est ça, là, c'est de communiquer les informations au Rav, et évidemment au médecin, pour voir comment on pourrait faire agir pour arranger ça. Maintenant, par rapport au biout, par rapport à l'ovulation, on sait très bien qu'il y a des tests d'ovulation, oui, pour savoir quand est-ce que la femme ovule. Concrètement, il y a des fois où la femme doit faire ça pendant Shabbat. Alors, il y a plusieurs fois, il y a la vieille méthode qu'avec un thermomètre, par exemple, et ces méthodes, bon, je ne sont pas très aujourd'hui pratiquées parce qu'elles ne sont pas forcément précises, et c'est des fois dur de le faire. Bon, en tout cas, la question qui se pose, est-ce qu'on peut le faire pendant Shabbat? Alors, on sait très bien qu'une dida de mitzvah est permis de faire pendant Shabbat lorsqu'on un calcul, donc une mesure. Lorsque c'est pour une mitzvah, c'est permis de faire pendant Shabbat. C'est pour ça que si la femme est en pleine procédure, elle a besoin de le faire, à ce moment-là, elle pourra le faire avec un thermomètre, mais à condition qu'elle ne soit pas électrique. D'accord? Et à ce moment-là, elle pourra donc le faire. Par contre, lorsqu'on parle d'un autre test qui est plus répandu, d'accord, qu'on peut trouver partout en pharmacie, c'est un test urinaire qui va détecter est-ce que la femme ovule ou pas. Donc là, c'est déjà plus répandu et plus efficace. Mais là, pour Shabbat, il y a différentes opinions. Il y en a qui permettent complètement, il y en a qui interdisent complètement. Et c'est pour ça que chacun demandera à son rave et fera en fonction de ce que son rave lui dit. Maintenant, un autre point. Lorsque maintenant on parle maintenant de dépistage, c'est-à-dire qu'on va essayer de dépister, voir quelle est la cause. Alors évidemment, si on a vu que concrètement la relation se passe comme il faut, qu'il n'y a pas de problème de shalom bayit finalement, et que finalement là, ça, tout marche bien, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème aussi, on va dire, physique et corporel pendant l'acte conjugal, et finalement il ne reste que la piste, donc concrètement de vérifier le spermatozoïde ou bien du côté de la femme. Là, il faut savoir que dans l'abdika, on a plusieurs problèmes à halachiques qui pourraient se jouer. Évidemment, aussi, il y a des solutions, mais il y a quand même cette ambiance-là qu'il faut faire attention, on va dire, ce poids halachique qu'il faut aussi prendre en compte. Déjà, première chose, il faut savoir que de manière générale, lorsqu'une femme va chez le médecin, chez un gynécologue, il y a forcément la question qu'elle se pose, est-ce que après avoir été au gynécologue, je vais devenir NIDA? Alors, bien que ce n'est pas lié directement au traitement, je pense qu'il faut quand même mentionner ça. Il faut savoir qu'il y a des traitements
qui vont, par exemple, pardon, des vérifications, des tests, des contrôles, qui vont rendre la femme nida, même si la femme ne voit pas de sang. C'est-à-dire, une femme hétéora arrive chez le médecin, chez le gynécologue, il veut tester la femme, il veut voir si tout va bien. Il y a dans la halakha donc un moussa qui s'appelle Emtichat Akever Belodam, c'est-à-dire que ce n'est pas possible que l'utérus s'ouvre sans qu'il éjecte aussi du sang. Et donc, même si on n'a pas trouvé de sang, étant donné que comme une chazaka, c'est-à-dire une règle qui dit que toujours lorsque l'utérus s'ouvre, il y a du sang qui coule, à ce moment-là, la femme serait nida même si elle ne voit pas du sang. Mais attention, il y a deux conditions très importantes. On ne va pas s'allonger dessus parce que ça peut prendre du temps. Je vais juste mettre deux conditions. Un, c'est que la sonde qui est rentrée à l'intérieur ou bien l'instrument qui est rentré va donc rentrer et écarter, être plus épais d'au moins 3 mm, c'est-à-dire qu'il va écarter l'utérus, va ouvrir l'utérus de plus de 3 mm minimum. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins, mais en général, beaucoup de postes qui me disent 3 mm, c'est déjà, donc si la sonde par exemple est de moins de 3 mm, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Non, si elle fait plus que ça, ou bien que l'instrument fait plus que ça, à ce moment-là, il y aura un problème de tiratakayabolodam. Et évidemment, c'est uniquement s'il rentre dans l'utérus. Par contre, s'il rentre uniquement dans la cavité vaginale, à ce moment-là, ça ne va pas rendre la femme nida. Et ça, même si elle saigne. Si c'est une blessure, par exemple, que le médecin aurait causée, et il peut affirmer que c'est dans la cavité vaginale et pas, ça n'a rien à voir avec l'utérus, alors à ce moment-là, c'est du sang qui est de Petsa, c'est-à-dire que c'est une blessure qui a été faite et ce n'est pas, ça ne rend pas la femme nida. Pourquoi? Parce que le sang qui rend la femme nida, c'est uniquement le sang qui sort de l'utérus. Mais dans notre cas, si donc l'intervention du médecin cause que l'utérus même s'ouvre de plus de 3 mm, à ce moment-là, on va dire que selon cette règle, que la femme aurait sûrement vu du sang, même si elle ne trouve pas ce moment qui s'est perdu, et à ce moment-là, la femme sera nida, même si elle n'a pas vu du sang. Concrètement, on va dire c'est assez rare, car aujourd'hui, les instruments nous font plus que ça, et souvent aussi, ça peut venir d'une blessure qui est faite sur le col à l'extérieur de l'utérus, et ça aussi, il va falloir demander au médecin. Des fois, le médecin fait une intervention, dit que c'est de l'utérus, mais a blessé l'utérus de l'extérieur, par exemple avec des pinces, et à ce moment-là, c'est du sang de blessure de l'extérieur de l'utérus. D'accord? Si je vois du sang qui sort de l'utérus, je n'ai plus rien à faire à la femme nida. Mais en tout cas, si c'est l'extérieur de l'utérus, même si elle voit du sang, si on peut voir que c'est un petsa, c'est-à-dire c'est une blessure, à ce moment-là, la femme ne sera pas nida car c'est uniquement une blessure. Mais en tout cas, il faut faire attention à cette idée-là de de faire attention et de vérifier que si jamais le médecin entre quelque chose dans l'utérus, de voir et de se renseigner d'abord à combien il ouvre, s'il y a du sang, mais aussi à combien il ouvre. Car des fois, comme on vient de le dire, s'il ouvre de manière un peu trop large, à ce moment-là, ça sera, donc, comme on l'a dit, plus de 3 mm. À ce moment-là, la femme sera une dame, même si elle ne voit pas de sang. Maintenant, il y a un deuxième problème qui est en vérité le problème principal de tous les tests donc pour vérifier le spermatozoïde, donc pour voir s'il va bien, que ce soit dans le nombre, que ce soit dans la force et dans sa vitalité. Et c'est évidemment l'abdicat zera. Le grand problème, c'est le problème qui est répandu, beaucoup en parlent, c'est le shirvat zera lavatala, c'est-à-dire qu'en vérité, on va jeter de la semence en vain, ce qui est interdit d'après la Torah, ce qui est un très grand issur, ce qui est, même qui disent que c'est la partie du commandement de l'Otinaf. En tout cas, c'est un très grand issur de jeter la semence en vain. Et c'est pour ça que même si vous allez me dire que la semence n'est pas en vain, étant donné qu'elle va pour un but, elle est considérée en vain tout le temps qu'elle ne va pas aller chez la femme, et ça même directement. Parce que vous pourrez me dire à ce moment-là, autant, bon, même comme on verra, je pense, juste après, si on a le temps, c'est qu'un homme, par exemple, qui a fait sortir de la semence, on va appeler ça comme ça, et qu'un médecin, par exemple, l'a récolté pour l'injecter dans la femme, là aussi pourra avoir Shirvat Zara Lavatala finalement, car malgré que ça va directement chez la femme. Mais c'est pour ça que on va essayer de travailler avec la halakha de manière à ce que ce soit le plus cachère possible et aussi, on va dire, le plus efficace possible. Et doucement, doucement, on va essayer de monter dans les degrés. Mais en tout cas, le fait de vérifier la semence de l'homme est directement interposé avec le problème de Shira Azara Lavatala. Et c'est pour ça que même que toutes sortes de médecins pourraient proposer, par exemple, aller dans la pièce à côté et amenez-moi dans un verre, ça c'est vraiment à source la Torah, c'est-à-dire c'est vraiment un interdit, c'est interdit de faire cet acte-là. Alors comment on peut faire? Et ça, ce que les médecins n'aiment pas beaucoup, et que des fois ça pourrait s'arriver
pas efficace, c'est que le médecin aille récolter la semence chez la femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont les deux une relation et ensuite viennent chez le médecin et que le médecin extrait la semence donc de la femme. Ça, c'est évidemment la meilleure chose à faire car il y a à ce moment-là aucun problème d'avoir le vatala. Donc la semence est arrivée chez la femme directement avec un contact naturel, et ensuite le médecin est venu le prendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est autorisé, c'est la meilleure des choses à faire. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, mais on ne va pas en parler maintenant parce que c'est au cas par cas. Et donc, évidemment, chacun qui a des questions pourra le poser. Je ne pourrais pas répondre directement maintenant, car c'est au cas par cas pour pas qu'une personne apprenne sur l'autre, mais s'il vous plaît qu'on laissera le numéro de téléphone. Évidemment, il y a beaucoup de rabbinim aussi à Paris et partout qui peuvent répondre sur ces questions. Mais en tout cas, c'est toujours la meilleure chose à faire, c'est pour pas qu'on évite le problème de la Vatala. Donc, en deux mots, pour nous dire que quand on a ça, il faut savoir que c'est une question à se poser. Il faut demander à un Rav pour voir donc, comment le faire de manière le plus autorisée possible. Un autre point qui est aussi important, c'est le lien de la tsniout, c'est-à-dire que le médecin pourrait nous dire, bon, allez vous deux dans la chambre, faites ce que vous avez à faire et revenez. Ça aussi, c'est un quelconque problème. Si on n'a pas le choix, si une autre chose, on peut demander à un Rav, etc. Et toujours l'idéal serait évidemment de le faire à la maison. Des fois, ce n'est pas possible parce que, par exemple, la clinique est loin et à ce moment-là, le temps d'arriver, ça peut être possible. On ne va pas arriver dans les horaires. À ce moment-là, on peut louer un hôtel à côté la nuit avant, faire l'acte conjugal et ensuite arriver de là-bas. Le médecin va pouvoir extraire la semence du mari. Comme on a dit, si jamais le médecin pense que c'est, enfin, après avoir essayé que ce n'est pas possible, à ce moment-là, on demande à un Rav pour voir est-ce qu'on peut le faire différemment. D'accord, et on monte. Souvent, les médecins proposent un préservatif qui est troué. Alors, on se dit, bon, c'est un préservatif qui est troué, donc ce n'est pas la semence en vain parce que c'est troué, concrètement, ça peut sortir. Il faut savoir que même ça, ce n'est pas là d'après la halakha, c'est uniquement si d'abord on accomplit les premières étapes. C'est-à-dire, si la première étape n'est pas marchée, on peut passer à la suivante. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de prendre directement de la femme, comme on vient de dire. Et si ça n'a pas marché, à ce moment-là, le Rav donne un éther pour continuer. Il faut faire très. Et pour ceux, évidemment, pour ceux que le rabbi est important, et les chassidim, ou bien ceux qui sont sous le. Évidemment, on respecte les ordonnances du rabbi. Il faut savoir que le rabbi, dans ses écrits et dans les chiduyot, dans les brachot qu'il a donné, on peut voir que autour de ce sujet-là, c'était un sujet qui était très, 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 on va dire, ragish, c'était très, très sensible. Pourquoi? Parce que d'un côté, le rabbi, tout le temps, lorsque les gens demandaient une bracha pour avoir des enfants, quasiment tout le temps, la réponse était qu'il fallait faire tarat hamishpacha. C'est-à-dire, chizouk tarat hamishpacha, il fallait rembourser tarat hamishpacha, que ce soit pour soi-même ou que ce soit pour autrui, mais il fallait faire quelque chose tarat hamishpacha. Et même si on le fait à 100%, il fallait le faire à 101%. Il fallait toujours être faire diouk betarat hamishpacha. Donc c'est évident que c'est le tsinor pour avoir des enfants. Mais concrètement, le rabbi disait, mais on a tout fait et on a besoin d'avoir un éther, une permission pour aller voir un médecin. Et là, on voit dans les réactions du rabbi que le rabbi, il était très, très, très soucieux et très inquiet concernant ce genre de traitement. Et c'est pour ça que il y a des rabbinim qui pensent que d'une autre manière. Bon, en tout cas, c'est très important d'avoir un rav sur soi. Là, on va citer brièvement donc, donc la conclusion d'un article qui a été écrit par Rav Ginsburg d'Eretz Israël, les Rav Pevzner de Paris, il y a quelques années déjà. Et là-bas, après avoir recueilli beaucoup, beaucoup de réponses du rabbi concernant ça, ils arrivent à cette conclusion. Et déjà, premièrement, le rabbi disait qu'il fallait qu'il y ait un rave qui soit possèque, c'est-à-dire avant de commencer ce genre de traitement, il fallait qu'ils aient l'accord et la psak, c'est-à-dire la décision d'un rave, qui disent vraiment que c'est moutard, que pour eux, c'est quelque chose qui est permis. C'est-à-dire qu'il a vraiment vérifié tous les détails et qui a été possèque que c'est permis. Deuxième chose, il fallait que le rave connaisse les personnes et qu'il vérifie exactement que c'était la chose qu'il fallait faire pour ces personnes, c'était le traitement qu'il fallait faire pour cette personne et qu'il n'y avait pas d'autres solutions. C'est-à-dire, des fois, il y a d'autres solutions qu'on peut faire, qu'on peut avoir, des choses qu'on peut aborder, mais vraiment que le Rav va trouver que c'est la seule solution, à ce moment-là, ça va être permis. Et troisièmement, le Rabbi dit que pour permettre ça, il fallait aussi absolument qu'il y ait une hashgacha, c'est-à-dire qu'il y ait une surveillance du début jusqu'à la fin. Alors, à quoi consiste cette surveillance? C'est la surveillance qui consiste à vérifier que finalement la semence de l'homme arrive chez la femme. C'est-à-dire que ça arrive de la bonne personne à la bonne personne, qu'il n'y a pas de mélange. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de cliniques, bon, évidemment on voit ça souvent en Israël, mais aussi
en France, dans le monde entier, qu'il y a des mashgichot, il y a des femmes qui sont là pour surveiller de manière à ce qu'on voit que la semence de l'homme va vraiment chez la femme, qu'il y a concrètement une surveillance dessus. Et pas seulement une surveillance dessus, il y a aussi des surveillances sur toutes sortes de choses qu'on pourrait rajouter dedans, c'est-à-dire il y a toutes sortes de lavages qu'on fait, toutes sortes de choses pour, on va dire, activer et donner un peu de vitalité que ce soit dans la semence du mari ou que ce soit chez la femme. Il fallait vérifier exactement que tout était propre, tout était cachère, qu'il n'y avait pas de genre de mélange. D'accord, donc c'est des choses que le rabbi a vraiment tenu très très fort dessus pour pouvoir permettre ce genre de choses-là. Ok. Maintenant, lorsqu'on parle de la vérification, de ce test, de ce dépistage, de cette évaluation qu'on va faire, évidemment, après, il y a l'étape suivante, qui est l'étape donc, du traitement en soi. Donc, traitement en soi, que ce soit in vitro, que ce soit qu'on va injecter donc, la semence avec médicalement assisté, on va le faire manuellement. Dans tous les cas, il y a des choses qui sont importantes à faire et c'est des choses qu'on vient de citer. D'accord ? Donc déjà, premièrement, on revient au point qui est avant, c'est-à-dire le fait de sortir la semence en vin. Donc là aussi, il va falloir prendre la semence du mari donc vraiment de la manière la plus permise possible. Et là, comme on l'a dit, accompagné par un rat pour voir qu'est-ce qui correspond directement avec ce couple. Deuxièmement, il y a aussi le faire de manière tsanoua, comme on l'a dit, c'est-à-dire de garder la tsniout, la pudeur, de faire en sorte que ça se passe de la manière la plus tsniout possible. Encore une fois, de vérifier ensuite que le spermatozoïde du mari va du bon mari à la bonne femme sans mélange et de vérifier évidemment qu'il n'y a pas de rajout. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de ce genre de traitement, il faut faire attention parce que vous allez me dire, nous, on ne sait pas comment on va vérifier, qu'est-ce qu'on doit vérifier. C'est pour ça que c'est très important que d'aller dans un endroit qui est surveillé, qui est admis, déjà, de se conseiller avec un RAF pour savoir quoi faire et aussi d'aller dans une structure pour qu'ils savent exactement comment faire son halakha pour ne pas trébucher, d'accord, et pour ne pas que cet enfant finalement naît pas de la bonne manière qui doit naître, qui grandisse quand même avec Bigdusha of Tahara. Donc là, on a dit quelques points de généralité, étant donné qu'on a dit qu'on va faire 45 minutes, donc on va laisser maintenant, je pense, la place à Dr Kouski qui va aussi nous éclairer sur beaucoup de points, Bezrat Hashem. Donc, on remercie évidemment le Dr Kouski d'être parmi nous. Donc, on va laisser la parole au Dr Kouski. On remercie aussi d'être venu en dernière minute. Et ça vote. Bien, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On entend. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Et un grand merci aux organisateurs d'avoir invité, c'est vrai, tardivement. Donc, on va parler évidemment de généralité. En tant que médecin biologiste et spécialisé en FIV. Alors, on ne va pas parler trop de FIV, comme le Rav Guez a mentionné, on va parler de grandes généralités et reprendre quelques petits éléments d'exemples médicaux. Il est vrai que quand on a affaire à une consultation de fertilité, je préfère le terme fertilité qu'infertilité parce qu'il y a un désir de grossesse toujours, donc toujours être positif. Une histoire très connue que le rabbi n'aimait pas dire bet rolim, pour un hôpital il disait bet rofim, toujours apporter un côté positif et toujours apporter son savoir-faire, son expertise pour essayer d'aboutir à ce que l'on désire, à savoir la grossesse dans ce cas de figure. Alors, il est vrai que quand on consulte de façon générale un gynécologue, on a toujours l'impression qu'il y a un seul et unique gynécologue qui va pouvoir nous aider. Il y a un consensus. Le traitement qu'il va nous donner est consensuel. Encore plus, qui plus est, s'il est pratiquant, eh bien, tous les gynécologues pratiquants vont nous donner le même traitement. Non, il n'en est pas de la sorte. Et il est vrai qu'un médecin travaille toujours c'est un chef d'orchestre avec lequel il y a un certain nombre de partenaires, en l'occurrence les biologistes dont je fais partie, et des équipes paramédicales, que ce soit des infirmières, des techniciennes de laboratoire, quand on a besoin d'intervenir en laboratoire spécialisé. Alors, dans le judaïsme, en effet, et c'est pour ça que j'ai laissé largement la place au Rav, parce que finalement, il a sa place d'honneur. Quel est son rôle? Eh bien, on l'a bien évoqué avant, c'est de voir, on l'a bien compris, et d'autant plus que la Torah nous l'a déjà mentionné il y a plus de 3500 ans, c'est ce qu'on appelle les fiches de poste, très moderne, terme très moderne actuellement. Eh bien, chacun a sa fiche de poste, à savoir le couple face à son désir de fertilité, le médecin avec ses devoirs, son potentiel scientifique,
et le Rav qui doit guider non seulement le patient, mais également le praticien selon les voies de la Torah. Alors, si vous le voulez bien, on va reprendre chacun des intervenants, sauf le Rav, puisque ça a déjà été explicité très clairement et de façon grandiose. Le patient, c'est vrai que quand il consulte, il y a souvent un stress. Il y a le désir de grossesse qui se fait. Alors, je voudrais quand même rebondir sur un élément qui se fait très à la mode. Les couples qui consultent après 6 mois, voire même 1 an après un mariage, avec des rapports réguliers, eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il ne faut pas courir chez le médecin. C'est pas parce que les amis, parce que la cousine, parce que le cousin a annoncé ou que les parents, tout simplement, mettent la pression sur un couple. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Et en tant que médecin, on a le devoir également de rassurer et de ne pas lancer une liste d'analyses à effectuer de prime abord. Alors, il est évident, il faut faire la part des choses entre une patiente de 40 ans qui vient de se marier et qui a peut-être des troubles d'ovulation et une patiente de 25 ans ou 20 ans qui vient de se marier il y a quelques mois et ils sont tout paniqués parce que ça ne vient pas. Non, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut savoir que de façon générale, de façon physiologique, la fécondation a lieu, grosso modo, l'ovulation a lieu pendant 24 heures. Il y a la possibilité de féconder cet ovocyte. 24, 48 heures, d'autres certains pensent 72 heures. De façon générale, c'est très court. C'est dire qu'il peut tout à fait y avoir un laps de temps pendant lequel, eh bien, on va considérer, allons-y pour 24 heures, 12 mois, ça fait 12 jours dans l'année. C'est très, très, très rapide. Et donc, de ce fait, il faut quand même rassurer le maximum de nos jeunes qui se marient. On ne les prépare pas suffisamment peut-être sur cet élément-là. Il faut véritablement rassurer sur ce principe. D'autant plus qu'il est vrai que la chassidoute nous explique que dans la notion de prourouvou, la mitzvah d'avoir des enfants, eh bien, il y a une grande différence avec toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on voit véritablement l'intervention de Dieu de façon grandiose et visuelle dans la création, en fait, dans l'obtention d'un enfant, puisqu'il y a véritablement cet élément de création d'un nouvel être, à la différence de la transformation de la nature quand on fait une mitzvah. Alors, c'est vrai qu'en tant que médecin, on l'expose souvent aux patients, on dit voilà, il y a 3 intervenants pour avoir des enfants. Alors, quand on est pratiquant, on ne sourit pas parce que c'est une évidence. Il y a l'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Quand il s'agit de non-juifs, eh bien, on leur mentionne aussi. On pourra appeler ça la chance ou le bon Dieu quand on est pratiquant ou quand on est croyant, mais toujours est-il, il y a en effet 3 intervenants. De temps en temps, il y a besoin d'une petite aide médicale pour essayer d'améliorer ce désir. Alors, de temps en temps, il peut s'agir tout simplement d'une certaine d'aide à l'ovulation. On l'a évoqué tout à l'heure. De temps en temps, avec la notion de mikvé, il peut y avoir des petites perturbations de l'ovulation qui peuvent se faire un petit peu trop précocement. Et donc, il y a en effet des traitements. Mais là, je corrigerai peut-être un tout petit détail. Ce n'est pas que le Rav qui doit apporter ces médicaments, mais il y a véritablement, comme on va le voir, une équipe multidisciplinaire avec un partenariat important entre les différents partenaires et en particulier le praticien et le Rav pour essayer d'améliorer la notion de stimulation ou d'hormones, parce qu'il s'agit quand même de médicaments pour repousser cette ovulation après la date du mikvé. De la même manière, on peut éventuellement réduire les saignements, on l'a également évoqué. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un patient, souvent, quand il consulte, il dit, mais ça ne vient pas, est-ce que c'est que Dieu préserve une malédiction? Bien évidemment, non, l'infertilité n'est pas une punition. On l'apprend bien largement de nos patriarches et matriarches, et ce n'est pas, ce soir, on va être un petit peu plus technique, mais c'est quelque chose qui est important également à mentionner. D'ailleurs, on le voit dans le premier passage de la Torah, Bereshit bara Elohim, la briout, bara, ça veut dire créer, mais ça veut dire également la santé. La santé est évidemment primordiale dans le judaïsme. Il n'y a pas de fatalité. Et ça, évidemment, à quelques jours de Pessah, on le sait très bien, la création du peuple juif, la sortie du peuple juif, on sort de nos limites. Et donc, évidemment, c'est quelque chose d'important. Après ces mots de Torah, parce que dans toute discussion médicale, il faut évidemment parler de Torah. Dieu est toujours présent dans toutes nos pratiques. Et c'est pas pour rien que Dieu nous a donné la force de le faire. Dieu a donné non seulement la permission, mais également le devoir de guérir, comme il est notifié dans la Gemara. Et donc, de ce fait,
il faut véritablement avoir cette collaboration et cette adéquation par rapport à la halakha. Pour illustrer cela, il est vrai qu'un certain nombre de médecins, malheureusement de la communauté pour un certain nombre d'entre eux, considèrent qu'il faut oublier tous ces problèmes de tarat hamishpacha, de pureté familiale. Combien de patients viennent nous voir qui sont traditionnalistes souvent et nous disent j'ai été consulter un gynécologue qui m'a dit que exceptionnellement je dois oublier que Dieu préserve d'entendre une chose comme cela. Il est évident que la Torah prime sur tout le reste et de ce fait, à nous, médecins, pratiquants et rabbins, d'appuyer ces éléments-là et de bien rappeler à tout le monde que ce sont des mitzvot que l'on ne peut pas contourner au niveau halachique. Il y a des halachot qu'on ne peut pas transgresser. Et par contre, il y a des médicaments qui peuvent éventuellement être donnés de sorte à ce qu'on puisse répondre non seulement du point de vue médical, mais du point de vue également halachique. Alors, la bénédiction d'un tzaddik, on l'a mentionné aussi, c'est quelque chose de très, très important. Ne pas penser qu'il y a le médecin, il y a le patient, il y a le rabbin, mais il y a également le tzaddik. On a mentionné le rabbi et tous les conseils qu'il nous a donnés, mais il ne faut pas oublier aussi les bénédictions qu'il nous donne, non seulement en tant que praticien, mais également en tant que patient. Combien d'histoires sont notifiées dans les livres du rabbi en particulier, puisque c'est notre rabbi de notre génération et nous vivons avec notre époque, eh bien, on voit combien le rabbi donnait de bénédictions pour l'obtention d'enfants, des histoires extraordinaires où le rabbi donne $3 et les patients vont avoir 3 enfants, ou bien des histoires magnifiques, mais il est déjà un petit peu tard. Je vais seulement raconter une petite histoire personnelle. Il est vrai qu'à travers mon expérience de plus de 20 ans maintenant, il est vrai que je vois et je montre non seulement aux patients, mais également aux équipes qui m'entourent, et en particulier mes techniciennes à l'hôpital, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et souvent me disent, Dr Kulski, mais vos prières, elles marchent à tous les coups. Je dis malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Mais il est vrai que c'est quelque chose d'important. Dans le judaïsme, on sait que l'importance de la tfila et l'importance de ces bénédictions. Et il est vrai que pour illustrer cela, j'avais un patient qui malheureusement devait subir une intervention. Cette intervention ne pouvait pas se faire en France parce que la technique n'existait pas encore. Il était obligé de partir en Israël. Je l'ai adressé à un médecin israélien qui pratiquait. Ils n'étaient pas nombreux à le faire. Et il s'avère que ce médecin israélien, je l'ai rencontré par hasard. Ça n'existe pas le hasard. Mikré, le hasard, c'est Rak Me'Hashem, c'est Ashgacha Pratit. Je l'ai rencontré lors d'un congrès auquel je ne devais normalement pas participer. Je me suis libéré. Et il s'avère que ce médecin devait parler devant un comité scientifique de médecins spécialisés en AMP, en assistance médicale à la procréation. Et il s'avère que ce médecin, quand il est descendu de son estrade, je suis parti le voir et je lui ai dit « Vous êtes où Shabbat ?» On était jeudi ou à 2 jours de Shabbat. Je pensais bien qu'il n'allait pas rentrer en Israël d'ici là. On était déjà jeudi soir. Et il s'avère qu'il m'a dit « Non, ne vous inquiétez pas, je suis à l'hôtel et puis je suis invité à gauche, à droite. » Et puis je lui ai laissé mes coordonnées. Le soir même, il m'a dit « Dr Kulski, au secours, on m'invite dans un truc pas cachère. Moi, je suis traditionnaliste, je veux manger cachère, sauvez-moi. » Et je l'ai évidemment invité et on a passé un Shabbat mémorable. Et son adresse, son numéro de téléphone, je l'ai conservé et auquel j'ai adressé mon patient français. Et grâce à Dieu, il a fait cette intervention. On a récupéré ensuite les gamètes qu'on avait besoin en France et on a pu ainsi procéder à la fécondation in vitro en France. Et grâce à Dieu, c'est un couple heureux et qui a déjà 3 enfants, Ken Yarbou. En tout cas, il faut savoir que et bien évidemment entouré par la bénédiction du Rabbi. Tout cela, c'est la bénédiction des tzadikim, et également la hashgacha pratique qui existe autour de toute notre pratique, et c'est quelque chose d'important. Alors, on m'a demandé de parler en tant que médecin. Alors, quand on est médecin, il faut parler de chiffres. Il est vrai que la notion de consultation est importante, et de plus en plus importante parce que les gens, comme je l'ai dit, s'affolent assez rapidement. De temps en temps, c'est vrai que c'est quand même important, des patients de 40 ans qui se laissent dire par des généralistes ou des gynécologues de ville, oui, vous avez le temps, vous verrez. Non, c'est vrai qu'à 40 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 25 ans et il y a des bilans à faire, éventuellement un petit peu plus pressés par le temps. Alors, de façon générale, on peut considérer que 10 à 15% des couples en désir de grossesse vont consulter. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 10% de couples qui vont avoir une
ils vont avoir obligatoirement des difficultés à concevoir. Ils consultent, on essaie de rassurer dans un premier temps, et bien évidemment, ça ne correspond pas au chiffre de fécondation in vitro derrière. Nous ne sommes pas, même si je suis FIViste, responsable d'un centre de FIV, je ne prends pas tous les patients en fécondation in vitro, grâce à Dieu, et la plupart sont enceintes naturellement. Mais quand on en a besoin, eh bien, on a ces outils technologiques, et il faut remercier le ciel. De temps en temps, on se dit, mince, comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation pareille? Mais il faut aussi se rappeler qu'il faut aussi plutôt remercier les temps actuels et Akadosh Baruch Hu avec ces technologies aussi modernes qui nous permettent, en adéquation bien évidemment avec la halakha, de pouvoir répondre à cette demande aussi précieuse. Alors, de façon générale, il faut savoir que les causes, les indications de stérilité, de fertilité, c'est 30% de causes masculines, c'est-à-dire un problème dans le sperme, 30% de causes féminines, un problème au niveau notamment des trompes ou de l'ovulation. Les trompes, on sait très bien que la fécondation naturelle se fait dans le tiers externe des trompes. S'il y a un problème dans les trompes ou une obstruction unie ou bilatérale, eh bien, il peut y avoir un empêchement de rencontre entre la semence, entre le sperme et l'ovocyte. Et donc, de ce fait, de temps en temps, il n'y a qu'un seul moyen qu'il y ait rencontre entre les gamètes, c'est par la fécondation in vitro. De temps en temps, il y a les causes mixtes. Vous voyez, ce n'est pas si anodin. 30% de causes masculines, 30% de causes féminines. Bien, 30% sont également de causes mixtes et 10% de causes inexpliquées. La fécondation in vitro, de façon générale, ça prend beaucoup d'essor, en particulier dans les pays riches, où, en moyenne, eh bien, dans toutes les classes, en particulier de maternelle, mais maintenant, les enfants ont grandi, puisque les premières fécondations in vitro ont plus de 40 ans, et les inséminations encore plus. Mais de façon générale, les enfants issus de technologies d'assistance médicale à la procréation, c'est plus de 2%. Et donc, ce qui fait que, grosso modo, dans chaque classe, eh bien, il y a en gros, faites le calcul, il y a quelques enfants nés de fécondation in vitro de façon générale. Et donc, de ce fait, c'est de plus en plus nombreux. Peut-être par excès. Certainement, si on attendait un petit peu, on aurait de façon naturelle. Il est vrai que j'avais une fois une patiente au laboratoire qui était venue et qui avait consulté un gynécologue qui, malheureusement, faisait partie de la gente scientifique de très haut niveau, mais qui mettait Dieu de côté. Et de ce fait, lui avait dit, écoutez, ici, le bon Dieu, c'est moi, 100% de réussite. Déjà, quand on annonce 100%, il faut prendre ses pieds et fuir très vite. Ça n'existe pas. Et donc, la patiente a fait une fécondation in vitro, ça n'a pas marché. On a fait une deuxième, voire une troisième. La troisième, ça a fonctionné. Et puis, quand elle était venue me voir, j'ai dit, mais vous savez, le sperme de monsieur est tout à fait en adéquation et vous avez des trompes perméables. Il faut peut-être patienter un petit peu. Elle a eu 2 autres enfants de façon tout à fait naturelle. C'est dire que l'attente peut éventuellement aider. Après, il ne faut pas non plus attendre 10 ans. Il est clair que du point de vue médical, on est en droit de faire des choses bien avant et on va bien évidemment l'exposer. L'assistance médicale à la procréation prend un essor très important ces dernières années. Ça augmente de plus en plus. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé dans les années 78 pour la fécondation in vitro. On ne rentrera pas dans le détail des techniques éventuellement lors d'un prochain cours si ça vous intéresse. Mais de façon générale, il y a 50 000 inséminations en France et 100 000 fécondations in vitro de type FIV et XI, ce qui représente quand même un chiffre colossal par an, avec des taux de réussite autour de 30 à 50%. Alors, ce n'est pas obligatoirement en fonction des équipes, c'est surtout principalement en fonction de l'âge des patients. De façon générale, il faut rappeler qu'en France, il y a une réglementation très, très stricte avec des lois et des décrets. Et d'ailleurs, c'est en cours. Il y a une révision des lois qui ne sont pas tout à fait dans l'ordre de la Torah, avec des possibilités un petit peu particulières de dons d'ovocytes, dons d'embryons avec levée de l'anonymat. Je n'en parlerai pas ce soir. Mais en tout cas, il y a une réglementation en vigueur très stricte dans tout ce qui se passe dans l'intraconjugal. Et donc, ça répond à un certain nombre de données, à savoir qu'on ne peut pas faire d'aide à la procréation au coin d'une table, au coin d'une table de cuisine. On est obligé de le faire dans un centre agréé. Il y en a une centaine en France, avec une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. 4 tentatives quand on désire faire de la fécondation in vitro. Pour les inséminations, on peut en faire jusqu'à 6. Jusqu'à 43 ans, 43e anniversaire de madame, il faut une vie commune et consensuellement un désir de grossesse de plus d'1 an. Donc, vous voyez, même du point de vue réglementaire, avec les décrets français, c'est 1 an. Donc, quand on est pratiquant, quand on est croyant, quand on pratique la Torah et qu'il faut qu'on met un petit peu en difficulté notre bitachon, il faut savoir relever les manches et dire attention,
on est jeune, on n'a peut-être pas besoin non plus de stresser et il faut apprendre à ces jeunes de ne pas stresser. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette exploration. Le Rav Gez en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais reprendre 2-3 petites choses. Il existe trop souvent des bilans qui sont non faits ou mal faits. C'est-à-dire que quand il y a, à partir du moment où il y a 2 ans, par exemple, le désir de grossesse chez une patiente qui a vraiment de façon des rapports réguliers et chez qui ça n'a pas fonctionné, alors à ce moment-là, il est vrai, en accord avec le Rav, on essaye de commencer à bilanter un petit peu tout cela. Et du point de vue médical, souvent, on prescrit le bilan et chez madame et chez monsieur. Du point de vue halachique, on commence souvent par madame. Mais la première des choses à voir, c'est le bilan de la réserve ovarienne. Il y a un bilan sanguin qui nous permet de savoir est-ce qu'il y a une bonne réserve dans les ovaires d'ovocytes. On peut avoir malheureusement 35 ans et être en ménopause précoce. Donc, je ne veux pas affoler ce soir, mais en tout cas, ça permet quand même de faire un premier bilan, de savoir, de lever un petit peu l'alarme. Est-ce qu'il y a urgence en la matière? De toute façon, à partir du moment où l'âge reste le facteur le plus important, même si la réserve est un petit peu touchée, c'est une alarme rouge qui s'allume et qui dit au médecin et donc au Rav, et le Rav ensuite va donner l'autorisation au médecin d'agir, à savoir de pouvoir essayer de pratiquer l'assistance amicale à la procréation avec les technologies du moment. L'échographie permet également de voir combien il y a de follicules à l'intérieur des ovaires. L'hystérographie, c'est la radio des trompes qui permet de savoir si les trompes sont bien perméables. Combien de fois, et malheureusement beaucoup de médecins en France et en Israël prescrivent des médicaments pour modifier l'ovulation. Alors, je ne parle pas des ovulations précoces, mais des problèmes d'ovulation toute simple, avec notamment du clomide. Ce sont des hormones anti-œstrogènes et qui n'ont pas fait d'hystérographie. C'est un examen qui est quand même capital. Et le clomide, les hormones, ce n'est pas du Doliprane, ce n'est pas des médicaments anodins, ce sont des hormones. D'ailleurs, on ne peut pas en donner plus que 6 fois, ou certains disent 9 fois. Donc, on ne peut pas s'amuser à donner des médicaments sans savoir ce qu'il en est. Tout au moins, ça fait partie de l'exploration de la femme selon les recommandations du comité de gynécologie en France, mais je la respecte tout à fait dans le sens où l'hystérographie est un examen capital pour savoir s'il y a en effet les trompes perméables, de sorte à ce que si on donne un médicament pour qu'il y ait ovulation, de savoir si véritablement l'ovocyte est capable de rencontrer le spermatozoïde. Après, il y a d'autres examens qui sont non obligatoires, mais qui seront de deuxième plan en cas de besoin si le premier bilan montre certaines anomalies. Du côté de monsieur, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même un début d'exploration. On a parlé tout à l'heure de l'étude du sperme, le spermogramme. Alors, c'est vrai que c'est une analyse qui est souvent complexe, non seulement du point de vue éthique, mais également du point de vue halachique. Ce n'est pas toujours évident à faire cet examen. Et il est vrai que je voudrais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a la notion de récupérer le sperme chez madame. Alors, en France, c'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre parce que je préfère que ce soit madame qui récupère un petit peu lors d'un rapport, un petit peu de semences et l'apporter au laboratoire plutôt que d'aller le chercher directement dans le col. D'autant plus qu'on n'a pas du tout la notion de concentration, on a la notion de numération et de mobilité, en sachant que le vagin est acide et par conséquent, il peut détruire la notion et la quantité, la qualité du sperme. Donc, ce n'est pas toujours évident de le récupérer au niveau du col. En revanche, on peut faire un bdikat kos. Cet examen, en effet, ne pose pas de point de vue halachique de souci, mais c'est un examen qui est malheureusement à ses limites. Beaucoup de rabbanim le demandent et je pense que c'est une bonne chose. Il faut savoir que c'est un examen qui est très rarement fait en France parce que tout simplement, les laboratoires dont je fais partie doivent répondre à des normes du COFRAC. Alors moi, j'accepte les bdikat kos, mais il faut être très, très vigilant dans ce type d'examen parce qu'encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai un patient qui a fait une bdikat kos, donc une vérification du sperme après rapport sans faire un spermogramme. Donc, c'est au cours d'un rapport, on récupère un petit peu de semences qu'on analyse rapidement au laboratoire. Il s'avère que cet examen, pour moi, n'a de valeur que dans à peu près 20% des cas. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut ne pas retrouver de spermatozoïdes ou en retrouver très, très peu. Et quand on en retrouve très peu, si le résultat, on est obligé de notifier ça dans un résultat écrit validé par un biologiste, si ce résultat, eh bien, un gynécologue avéré lit ce compte-rendu en disant très, très peu de spermatozoïdes ou très rares spermatozoïdes, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire le gynécologue? Fécondation in vitro d'emblée, alors que si ça se trouve, le spermogramme est tout à fait normal. Donc, il faut être très, très vigilant et prévenir les patients que
que c'est un examen pour lequel le compte-rendu doit être gardé de façon très, entre guillemets, secrète quand le sperme n'est pas de bonne qualité, parce qu'évidemment, ça va engendrer des examens complémentaires avec l'autorisation du RAV, avec la demande et l'autorisation du RAV derrière, en fonction des recommandations qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a également la notion qu'on a évoquée tout à l'heure, le préservatif troué. Il faut savoir qu'on ne donne pas de préservatif troué. Ce sont des préservatifs que les patients trouent. Donc, il faut faire très attention quand on trouve en effet ce préservatif parce qu'il peut en effet se casser. Donc, du coup, on perd les deux. On perd non seulement la notion de qualité du sperme puisqu'on n'arrive pas à analyser le sperme puisqu'il n'est plus analysable. Et en plus, il y a la notion d'Otsad Zera, le fait d'avoir sorti de la semence entre guillemets pour rien, qui est mis en péril. Et donc, de ce fait, il faut véritablement bien prévenir que ce préservatif troué, c'est un micro-trou avec une aiguille bien évidemment stérile puisqu'on étudie les bactéries au niveau du sperme et également apporter cet examen. Alors, ce n'est pas des préservatifs qui sont vendus en pharmacie, très important à mentionner, parce que les préservatifs vendus en pharmacie sont des préservatifs qui sont contraceptifs et donc ça détruit les spermatozoïdes. Ce sont des préservatifs américains, comme d'habitude, qui sont étudiés pour et qu'on utilise dans les laboratoires spécialisés et que l'on donne pour les patients dans ce genre de situation. Donc, c'est également important de mentionner que tout cela, pourquoi je mentionne tous ces détails, c'est parce qu'on ne faut pas avoir de son propre chef la volonté de faire je vais faire un spermogramme avec un préservatif et je l'apporte au laboratoire et on a zéro à la copie. Pourquoi? Parce que le sperme a été apporté avec plus d'1 heure de retard, parce que le préservatif était celui de pharmacie, donc ça ne sert à rien, et qu'il a été troué, donc il y a une perte du volume qu'on ne peut pas analyser. Donc c'est important qu'il y ait en effet, et c'est là-dessus que je veux vraiment insister, cette collaboration active entre les différents partenaires et que le RAV ne fasse pas de médecine, mais qu'il fasse la rabanout, que le médecin ne fasse pas d'halakha, mais qu'il fasse ensemble, et le côté médical par le médecin et le côté rabanout par le RAV, et c'est là où on a le meilleur résultat. Il faut savoir que il y a un examen qui n'a pas été mentionné et que moi je considère comme très important, c'est le test de Huner. Le test de Huner, c'est un test post-coïtal qui permet en fait, et là il n'y a pas de problème non plus de halakha puisqu'il n'y a pas de semence en vin, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est quand même celui qui est utilisé, Otsa, Zera, Levatala, c'est quand même pour une analyse. Toujours est-il, c'est que dans un cadre d'examen à effectuer, le test de Huner est un examen donc post-coïtal où en effet on récupère 6 à 14 heures après un rapport dans la glaire cervicale un peu de mucus cervical qui est synthétisé à l'intérieur du col de l'utérus et qui ne rend pas NIDA. C'est un examen qui ne rend pas NIDA si évidemment on ne va pas trop loin et qu'on utilise, comme le RAV l'a mentionné, un cathéter tout fin, et c'est ce qu'on utilise habituellement en laboratoire. Eh bien, on peut analyser en effet la présence ou non de spermatozoïdes après 6 à 14 heures et ça permet d'avoir une petite orientation. C'est aussi un test d'orientation et pas un test diagnostique. Il faut quand même rassurer les patients et en particulier quand le test n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon qu'il y a obligatoirement un problème, mais c'est un test d'orientation qui nous permet, attention, et aux médecins et au RAV, il y a peut-être des examens complémentaires qu'on va être amené, en tout cas le RAV va donner l'autorisation aux médecins d'effectuer pour aller de l'avant. On a parlé également de la surveillance. La surveillance, c'est clair que dans les laboratoires en France, malheureusement, ce n'est pas comme en Israël. Je dis malheureusement, mais je dis un peu heureusement aussi, parce qu'il est clair qu'en Israël, il y a cette chance d'avoir une grande collaboration active, et c'est quelque chose qui est tout à leur honneur, entre les chefs d'établissement, les chefs de service et les rabbinim, de sorte à ce que véritablement, dans un centre de fécondation in vitro, quand on signe un document de surveillance, rien n'est fait sans que la présence d'une personne, on va dire, présente et qualifiée puisse le faire. En France, il n'en est pas de même parce que dans les services, en particulier publics, il est difficile de faire entrer quelqu'un d'étranger dans un service. Et donc, il est vrai que chaque centre, de façon générale, a ses propres règles de vigilance. Qui plus est, quand il y a quelqu'un qui peut venir voir, c'est encore mieux. Mais venir voir, cela ne suffit pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un est présent, moi, je mets à défi n'importe quel chômeur de vérifier quelque chose. Alors, c'est peut-être inquiétant ce que je dis, c'est pour ça que je dis c'est heureusement, mais aussi attention, il faut être vigilant. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un que ça y est, c'est fini et qu'on peut considérer que tout est OK. Non, ce n'est pas le cas. La surveillance, tout est microscopique. Quand on travaille en fertilité, souvent en fécondation in vitro, c'est beaucoup de choses qui sont au microscope. Et donc, de ce fait-là, la personne qui est à côté, elle a beau être à côté, ne sera pas à même de pouvoir dire ce que le technicien, le biologiste va être amené à voir. Donc, il est vrai que cette surveillance est un atout,
Mais cela ne suffit pas. Il y a une certaine confiance, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure au départ, c'est-à-dire de l'équipe multidisciplinaire. Souvent, on choisit son gynécologue par renom. On dit, voilà, un tel et c'est quelqu'un de bien parce que ma cousine est allée la voir et que ça s'est bien passé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on choisit un gynécologue, pour ma part. Un gynécologue, on le choisit parce que justement, il a la crainte de Dieu. Même si c'est un non-juif, il a le respect du patient. C'est quelque chose d'important d'avoir le respect du patient. Encore, il y a 15 jours, au bloc opératoire, il y a une infirmière qui s'est permise de dire à une patiente, on me l'a raconté et après je l'ai bien grondé, a dit à une patiente qui avait très peur, qui a dit est-ce que l'anesthésie, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Elle a dit bien évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup, mais vous inquiétez pas, il vous n'arrivera rien. Évidemment, c'était sous forme de blague, mais c'était une blague très mal placée. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine distance et un certain respect surtout. Mon père disait à la Shalom qu'on ne s'assoit pas sur le lit d'un patient parce que ce sont ses quatre coudées. C'est-à-dire qu'il y a un respect à avoir et il n'y a pas la notion de supériorité. Et ça, c'est la notion d'humilité. Ça, c'est la place véritablement du médecin, puisque il est notifié à propos du médecin. Il est marqué dans la Gemara, Tov chez Barofim le Gehinam, que le meilleur des médecins va en enfer. Alors, ça fait bien évidemment très peur quand on est praticien. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus, en particulier le Marcha, qui nous explique que celui qui se prend pour le meilleur, lui, il va au Gehenna. Bien évidemment, il y a donc il y a la notion de paradoxe qui existe pour la place du médecin, parce que finalement, d'un côté, on nous dit, vous pouvez soigner, mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il faut craindre Dieu et c'est Dieu qui fait tout. Eh bien, c'est justement cette place intermédiaire que Dieu nous a donnée, à savoir qu'il y a le devoir, mais il y a également la possibilité de pouvoir aider les autres. Et aider, ça ne veut pas dire seulement du point de vue technique, c'est également tout le côté psychosomatique qu'il faut mettre en avant. Et c'est là que je veux véritablement, et je vais finir avec cela, rappeler que quand on a un désir de grossesse, ce n'est pas parce qu'une personne vous a dit d'aller voir tel professeur ou tel médecin qu'il faut oublier tout le côté judaïcité, parce qu'il faut savoir que la Torah est la base de notre vie. Et ça, c'est Pessah qui nous l'apprend. Dans quelques jours, c'est Pessah. Donc, bonne fête à tous. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Monsieur Kouski, Dr Kouski, merci beaucoup. On vous remercie infiniment pour cette belle intervention précise et concise et vraiment très enrichissante. Et Bezrat Hashem, on vous souhaite aussi. Et je pense j'ai entendu qu'il y a plusieurs questions. En tout cas, pour l'instant, on vous souhaite évidemment Pessah Chav et sa mère. Et Bezrat Hashem, que vous puissiez avoir le mérite de faire descendre sur terre encore beaucoup de Neshamot, aider à beaucoup de couples, avoir beaucoup d'enfants, Bezrat Hashem, en bonne santé, avec longue vie, avec un chef à largesse matériellement et spirituellement. Une santé, une nachat pour vous et vos enfants, vos petits-enfants. Pour Hachem, c'est une mamash à Amlechet HaKodesh. Je sais qu'il y a des gens que je connais personnellement, que j'ai dirigé vers vous, qui sont vraiment très reconnaissants, évidemment, d'être déjà entourés, et Baruch Hashem, pas par le côté professionnel, expert, et aussi par le côté Yirat Shamayim, Halacha, Chassidut, tout ce qui est donc Baruch Hashem sous le même toit. On peut réunir les deux. En tout cas, beaucoup d'athlètes de ce que vous entreprenez, de ce que vous faites. Et Bezrat Hashem, qu'on se voit que dans les smachot, si je veux. En tout cas, pour ceux qui ont des questions, je pense qu'il y a l'autre qui doit ouvrir le micro. Vous pouvez poser des questions à Kulski. Pour ma part, pour des questions de l'Akha, étant donné que c'est des questions qui sont en général personnelles et qu'on ne peut pas toujours apprendre l'un de l'autre, alors il est préférable de me demander, si vous voulez, en privé, c'est-à-dire ou dans mon téléphone directement. Donc, je vais mettre mon numéro et après, vous pourrez m'envoyer un message ou appeler. Donc, pour l'instant, on va laisser les messages au Dr Kulski. Question au Dr Kulski. Alors, j'ai quelques questions, moi, personnellement, qu'on m'a postées en privé. L'une d'entre elles, c'est est-ce que vous auriez des conseils pour des fausses couches multiples? Pour les fausses couches multiples, il existe en effet des bilans consensuels avec notamment des prises de sang et des examens hystéroscopiques, c'est-à-dire vérifier au niveau de la cavité utérine, essayer de comprendre pourquoi il y a des fausses couches. Donc, il y a en effet des bilans qui existent de façon à peu près consensuelle dans les revues scientifiques. C'est quelque chose qui est à peu près identique et en effet, des perturbations génétiques qu'on recherche souvent sont négatives. Et de temps en temps, on retrouve des petites choses et à ce moment-là, on peut éventuellement proposer des traitements quand on le peut. Très bien. J'ai une autre question ici et après, ce sera la dernière pour l'instant. C'est en cas de cycle irrégulier,
avec des examens faits qui ne soulèvent aucune raison particulière à cela et qui jouent forcément sur les dates d'ovulation, est-ce qu'on peut prendre un médicament pour réguler les règles? Il existe des médicaments en effet, mais il faut véritablement voir le dossier médical, voir l'âge de la patiente, voir est-ce qu'on peut se permettre de donner que des médicaments, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que sur l'ovulation, ou est-ce qu'il faut faire un bilan un petit peu plus général. Donc, c'est difficile de répondre à la question-réponse, ce n'est pas évident. Bien sûr. Bien sûr. Une autre question, est-ce que vous auriez des conseils pour une femme atteinte d'ovaires polykystiques? C'est véritablement un problème de notre génération. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Alors, pour les personnes qui entendent, les ovaires polykystiques, en fait, sont des kystes nombreux au niveau des ovaires et qui peuvent et qui souvent perturbent l'ovulation. Alors, il est vrai que dans les ovaires polykystiques, un des médicaments qui marche le mieux, c'est le clomide. C'est le traitement magique, mais c'est à cela que je faisais un petit peu référence tout à l'heure. Il faut quand même être vigilant, même si on est amené à donner du clomide, il faut quand même faire un minimum d'analyse. Alors, on ne fera pas un spermogramme pour répondre aux normes de la halakha, mais un simple bdicate kos ou un test de UNR pour au moins se rassurer et dire voilà, on va donner des hormones à un couple. Je vous rappelle qu'il y a 30% de causes mixtes. Donc, ce n'est pas parce qu'on trouve une indication, un problème dans une indication thérapeutique parce qu'il y a un problème au niveau de madame qu'il n'y a pas de problème chez monsieur. Donc, tout au moins, l'interroger, qu'il vienne en consultation, de sorte à ce qu'on puisse l'examiner, voir si dans les passés, dans l'antécédent, on oublie d'interroger les patients de plus en plus. Vous pouvez constater que quand vous consultez un médecin, on est content parce que ça ne dure pas longtemps, mais finalement, quand c'est pour un rhume, ça va, mais quand il s'agit de choses un petit peu plus poussées, on a besoin non seulement d'un interrogatoire un peu plus poussé, mais un petit peu plus d'approche, un petit peu plus comment dirais-je, d'humanité et qui malheureusement manque beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que dans les ovaires polykystiques, il y a des traitements? D'abord, dans les ovaires polykystiques, il y a beaucoup de grossesses spontanées, donc il ne faut pas paniquer non plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a des traitements, mais on ne donne les traitements que si on a un minimum de bilan effectué dans le couple. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Il faut véritablement vérifier un certain nombre de petites choses. Et il y a en effet des grossesses dans les ovaires polykystiques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai une prochaine question un petit peu technique. Je ne sais pas si je vais réussir à la retranscrire bien. Alors, est-il en soi cachère de faire une ponction d'ovocytes? Donc, elle précise de retirer les follicules et y ajouter la semence selon les lois de la halakha et de réimplanter les embryons, vu que tout se passe à l'intérieur. Vous avez très bien défini, c'est ce qu'on appelle une fécondation in vitro. C'est-à-dire on stimule les ovaires par des médicaments et on les récupère par voie naturelle avec un écoguidage, un appareil d'échographie auquel on a rajouté une aiguille qui va traverser le vagin pour aller dans les ovaires. On va récupérer des ovocytes, toute anesthésie générale, et ensuite on va mettre en contact avec le sperme. Donc, en accord, encore une fois, avec le RAV, moi je ne travaille qu'avec les rabbanim, ou plutôt c'est les patients vers lesquels je les dirige vers les rabbanim. Je leur dis à chaque fois, il faut aller voir votre RAV, et je leur donne toujours mon portable. Il n'y a aucun problème, ils peuvent m'appeler pour collaborer sur ce niveau. Donc, il y a des patients pour lesquels les rabbanim demandent d'agir, d'autres ils disent on attend, en fonction d'un certain nombre de critères pour lesquels on discute, en accord bien évidemment avec le couple. Et pour illustrer cela, ça me fait sourire parce que hier, pas plus tard qu'hier, il y a un Rav qui m'a téléphoné, un Dayan, qui m'a téléphoné parce qu'il y avait un couple qu'il connaissait très bien. Ça faisait 2 ans qu'ils essayaient d'avoir un enfant et ça ne marchait pas. Et ils ont fait un bdicate kos qui est pas si mal. Donc, l'examen de sperme autorisé sans problème du point de vue de la halakha, qui ne rentre pas dans les problématiques importantes de Hotzat Zera dans le préservatif du sperme. Et le Rav m'a dit qu'est-ce que vous en pensez? C'est un couple jeune. Écoutez, au vu de ce que je vois au niveau du spermogramme, on peut se permettre d'attendre. Moi, j'aime bien un petit peu comme quand vous conduisez une voiture, vous regardez au loin, vous ne regardez pas au bout de votre capot. Donc là, on est à Pessah, on se donne jusqu'à Shavuot, on se donne jusqu'à même Tishri, et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Et c'est le Rav qui m'a dit oui, mais vous comprenez, ça les touche beaucoup, ils sont très affectés par cela. Et donc, je lui ai dit, ça me fait sourire parce que finalement, c'est l'inversion des rôles. C'est le médecin qui normalement doit pousser, qui freine un petit peu, et c'est le Rav qui normalement dit attention, il y a des problèmes de halakha,
Et là, c'est le Rav qui poussait. Donc, tout ça pour dire que c'est une collaboration active et positive qui doit être de mise. Et il n'y a pas, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'interdit dans la Torah, il n'y a que des autorisations, mais au cas par cas, on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Un enfant, ce n'est pas à n'importe quel prix. Il y a beaucoup de gdoucha dans ce désir. Et donc, de ce fait, c'est pas je vais voir un tel qui est le meilleur qui va me faire des choses et après je regrette parce que finalement, j'ai pas exactement réalisé ce que la halakha demande. C'est une mitzvah, c'est vrai, mais après, derrière, il y a tout le côté spirituel, on en a parlé, et c'est quelque chose de capital. Merci beaucoup pour votre réponse. Justement, je pense que ça rejoint un petit peu la prochaine. Plusieurs personnes qui parlent de FIV qui n'ont pas abouti. Comment expliquer ce phénomène-là et quoi faire? Alors, c'est difficile de pouvoir répondre de façon… pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas le bon Dieu. Malheureusement, on n'est pas… vous savez, quand on fait de la fécondation in vitro, on n'a pas le devoir de faire 100%. Le 100%, le 1, le Echad, c'est Dieu. Donc, nous, on essaie d'être des bons shluchim, des bons intermédiaires. Et donc, on essaye non seulement… Vous savez, il y a le côté matériel, c'est ce que je dis souvent à mes patients, mais il y a le côté spirituel. Le côté spirituel et matériel, c'est pas je fais ma religion à la maison, à la synagogue, et puis je fais ce que je veux à l'extérieur. C'est qu'une seule entité. Donc, c'est clair que la prière, c'est vrai que les bénédictions de tzadikim, c'est vrai que de tomber avec quelqu'un qui essaye d'accompagner, c'est quelque chose d'important, mais malheureusement, on n'est pas à 100% non plus de notre devoir. On y veille, on essaie de faire le maximum. Mais quand on fait de la fécondation in vitro, on arrive au maximum à 60% de taux de succès, 70% dans les meilleurs des mois, mais c'est jamais 100%. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il faut, quand il y a un échec de fécondation in vitro, savoir se remettre en question. Trop de patients et trop de médecins font des fécondations in vitro l'une sur l'autre, une tentative l'une après l'autre. Ils font le même traitement. Encore cette semaine, j'ai vu une patiente qui a fait 3 fois le même traitement et à chaque fois, on n'avait pas des beaux embryons. Il faut savoir se remettre en question, essayer de trouver un autre traitement, l'adapter un petit peu plus, voir pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, essayer de comprendre, même si encore une fois, on ne comprend pas tout. C'est un métier où on doit rester humble. Combien de fois on a des embryons de bonne qualité, on a des critères de qualité, de qualité embryonnaire que l'on observe au microscope. Eh bien, il y a des fois où un embryon va s'implanter, l'autre ne va pas s'implanter. Ou bien chez la même patiente, la première tentative ne va pas fonctionner, la deuxième, alors que l'embryon est de moins bonne qualité, oui, ça va s'implanter. C'est-à-dire que notre métier nous apporte beaucoup d'humilité. Il faut déjà en avoir à la base. Et cette humilité, on la doit bien évidemment à notre croyance, à notre bitachon. Et il est vrai que ce principe-là, à partir du moment où on en est bien conscient, et porté par toute l'expertise et par tout le savoir-faire de ce qui se fait actuellement, eh bien, il faut toujours apporter un petit plus par rapport à un événement. Et il est vrai que quand il y a un échec d'une tentative, eh bien, pour ma part, et je ne travaille pas seul, dans mon équipe, dans l'équipe dans laquelle je travaille, on essaie de modifier la donne pour essayer d'apporter un petit plus, parce qu'on le sait, ce sont que des petites choses positives cumulées qui vont aboutir au résultat. Et ce n'est pas un paramètre ou un médecin le meilleur. Il n'y a pas de meilleur dans ce genre de situation. C'est quelque chose qui est vraiment… Ce sont des éléments cumulés les uns aux autres et qui apportent la hatzlacha. Et dans les éléments cumulés, il y a le spirituel qui rentre en ligne de compte. Et je le crois réellement. Et même le monde non-juif qui m'entoure en est de plus en plus conscient. Bezrat Hashem. J'ai encore quelques questions, si vous êtes toujours d'attaque. Alors, j'ai une question qui est qui fait partie de notre ère de la technologie. Concernant les ondes, quel est l'impact des ondes qui émanent des smartphones sur les organes génitaux masculins qui sont dans la poche des pantalons ou en général? Alors, il est vrai que ça a été montré ces dernières années, il y a une grande perturbation, une décroissance des valeurs de normalité du sperme. Puisque avant que les techniques n'arrivent, on savait analyser le sperme au microscope, on savait le décrire, on savait le quantifier. Donc, ce sont des choses qu'on savait déjà faire. Mais au cours du temps, on a remarqué que les paramètres spermatiques étaient amenés à diminuer.
quelle est la raison de cette diminution? Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Et en effet, toute la notion de pollution, toutes les notions d'ondes, alors il n'y a pas de preuve, mais il est vrai qu'un certain nombre de paramètres sont connus, d'autres sont en discussion. Ce qui est connu, c'est notamment la chaleur. Tout ce qui est chaleur au niveau des testicules, on sait particulièrement qu'ils sont délétères. Notamment, il y a certains métiers qui sont à risque, notamment tout ce qui est proche du chauffage, que ce soit du four quand on est boulanger ou que ce soit également quand on est dans un camion toute la journée. Ben, c'est pas non plus un facteur négatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants, mais en tout cas, c'est un facteur cumulé de difficultés potentielles. Au même titre que quand on dit le tabac et l'alcool, c'est aussi délétère. Et pourtant, il y a des gens qui fument et qui boivent de l'alcool qui ont des enfants ou qui n'ont aucune maladie. C'est vrai, mais statistiquement, il y a des facteurs qui sont cumulés. En ce qui concerne les ondes, c'est très discuté. Il n'y a pas de preuve pour le moment à ce niveau-là. Dans le doute, il faut éviter de mettre les smartphones au niveau des poches du pantalon. C'est vrai que c'est mieux d'éviter. Ok, très bien. Alors, une prochaine question. Après 2 échecs de FIV, est-ce important de faire une biopsie de l'endomètre? Alors, ce n'est pas obligatoire. C'est fait partie des choses qu'on peut être amené à explorer, en effet. Mais avant de parler de biopsie, il faut quand même voir la qualité de la stimulation. Il faut voir la qualité des embryons qui ont été obtenus et la qualité des transferts. On a trop souvent, quand je parlais tout à l'heure d'équipes multidisciplinaires, c'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres et plusieurs praticiens qui s'entraident les uns aux autres. Mais de temps en temps, les uns et les autres s'oublient. C'est-à-dire que on est dans une ère, on est dans une société où quand on a mal à la tête et aux pieds et qu'on va voir le médecin, alors on va voir le médecin général va vous dire d'aller voir le spécialiste de la tête et d'aller voir le spécialiste du pied. Le spécialiste de la tête va dire je vais réfléchir pourquoi on a mal à la tête et aux pieds. Mais finalement, personne ne va penser que c'est peut-être la même chose. Donc, quand il y a une équipe multidisciplinaire, normalement, ce qu'il faut, c'est justement qu'ils puissent se rencontrer et voir est-ce qu'on peut aboutir à quelque chose. Et où je veux en venir, c'est un exemple très concret d'un patient qui n'avait pas beaucoup de spermatozoïdes, qui a vu un urologue, c'est-à-dire le spécialiste des problèmes non seulement de prostate, de rein, mais en termes de fertilité au niveau de la fabrication du sperme pour éventuellement essayer d'améliorer la qualité du sperme. Eh bien, il était tout content. On avait opéré de varices au niveau des testicules qui n'a pas non plus de preuve d'efficacité à 100%, loin de là. Et tout d'un coup, on était super content. Au bout de 6 mois, le sperme s'est amélioré. Mais très bien, mais la patiente, entre-temps, dans les 6 mois, eh bien, elle a dégradé son bilan hormonal et du coup, on ne peut plus faire de fécondation in vitro. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à cette question de façon objective tant qu'on n'a pas eu le dossier entre les mains. Et la notion de qualité embryonnaire, c'est quelque chose d'important. De temps en temps, on a la notion de transfert d'embryons, mais quand vous regardez sur le papier, on dit c'est pas possible, on a transféré des embryons de cette qualité, mais est-ce que vous êtes au courant que les embryons, c'était vraiment pas au top de ce qui se fait actuellement? Alors malheureusement, c'est pas nous qui fabriquons les embryons au niveau du laboratoire, nous on les entretient et on fait que ça évolue, on essaie le plus favorablement possible. La matière première, c'est comme les ovocytes et le sperme du couple qui consulte. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut en effet modifier. Tabac, l'alcool, c'est plutôt facile, sauf le qui-douche et les herbacossotes de Pessah, comme on sait très bien que le vin, c'est bénéfique à petite dose, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais quand il s'agit de l'alcool chronique ou quand il s'agit du tabac, on nous demande souvent à nous, professionnels, qu'est-ce qu'on peut faire? Donnez-moi le meilleur des médicaments. Oui, mais très bien, mais est-ce que vous avez fait aussi le nécessaire? Est-ce que vous avez le poids idéal? Est-ce que vous mangez correctement avec un régime alimentaire, on va dire, à peu près correct c'est important, tous ces paramètres rentrent en ligne de compte dans le désir de grossesse, dans l'obtention de qualité, d'embryons de bonne qualité. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Très bien, merci beaucoup, docteur, en tout cas. Ce que je vous propose, c'est de conclure la conférence ici. Je pense qu'on a abordé énormément de questions. Il y en a encore beaucoup. Mais Bezrat Hachem, on continuera à faire ce genre de conférences qui a eu, Baruch Hachem, beaucoup de succès. Je reçois énormément de bons messages. En tout cas, merci infiniment pour votre participation au dernier moment. Et aussi, merci infiniment au Rav Hillel Guez. Merci beaucoup de toute cette organisation très professionnelle. Et Baruch Hachem, on souhaite continuer à faire tout ce genre de sujets
et que Bezrat Hashem, ça amène beaucoup, beaucoup de Emouna et de Hatzlacha à tout le monde. Merci infiniment.